témoignage. Peut-être en réponse sur le trauma, je propose que Muriel Salmona, vous preniez la parole. Alors, je vais avoir énormément de choses à dire. Je pense que ça va se distiller au fur et à mesure de cette audition parce que le psychotrauma... Donc, oui, déjà, bonjour, excusez-moi. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Mesdames les députés. Bonjour tout le monde. Puis merci de me faire venir. Justement, le psychotrauma, c'est une sorte de fil rouge qui va être présent à toutes les étapes de ce qui pourrait permettre de prévenir, de protéger les victimes, de leur permettre de porter plainte, d'être entendus et d'avoir beaucoup moins de maltraitance pendant les procédures judiciaires. Nous, on avait fait une enquête qui montrait que les procédures judiciaires augmentaient de façon importante le risque de passage à l'acte suicidaire. Quand même, déjà, 50% des victimes de violences sexuelles font des passages à l'acte suicidaire, mais si c'est encore augmenté par les procédures judiciaires, alors, 83% des victimes disent qu'elles n'ont jamais été protégées, reconnues en tant que victimes. On voit les chiffres. Alors, il y a des chiffres par rapport aux 40% de condamnation en moins sur 10 ans. Il y a 30% supplémentaires entre 2018 et 2021. Je pourrais vous donner la référence des chiffres officiels. Donc les choses ont l'air de s'aggraver. On parlait quand même de 12% de victimes de viol qui portaient plainte. Maintenant, on en est à 8%, 6% de l'ensemble des victimes de violences sexuelles. Donc c'est vraiment extrêmement préoccupant. Et puis, ça veut dire que ça représente quasiment rien. Celles qui portent plainte, là on parle de procédures judiciaires, mais toutes les autres. Or, on sait que les violences sexuelles, c'est reconnu quand même comme des crimes, les viols et des crimes très graves, des très graves violations des droits humains. C'est reconnu comme des actes graves, cruels, des actes cruels, dégradants et inhumains par le droit européen, voire comme des tortures, que les conséquences psychotraumatiques, justement, sont extrêmement graves à très long terme, avec des risques de mort précoce qui ont été bien définis, des risques bien entendu en termes de santé mentale, dépression, conduite, troubles anxieux bien entendu graves, conduite addictive, des mises en danger, des risques au niveau de la santé physique très importants, bon ça je ne vais pas les détailler, des risques de subir à nouveau des violences, avec un continuum de violences qui souvent démarre dès l'enfance. Il faut savoir que plus les violences sexuelles ont démarré tôt, plus les conséquences traumatiques vont être graves, et qu'on sait qu'une majorité des victimes de violences sexuelles sont des mineurs, et que les personnes en situation de handicap, les femmes subissent 2 fois plus de violences sexuelles, voire maintenant le dernier chiffre 3 fois, avec les dernières enquêtes, 3 fois plus, et que les enfants, c'est 5 à 6 fois plus. Les enfants en situation de handicap subissent 5 à 6 fois plus de violences sexuelles. Donc, c'est les personnes les plus vulnérables. Donc, ne pas venir au secours de ces personnes, c'est inhumain. Voilà, clairement, c'est inhumain. Et ça aggrave, on sait que ça aggrave donc le risque de subir à nouveau des violences, ça aggrave le risque de précarité, de marginalisation et de discrimination. Donc c'est aussi très en termes de discrimination de droits des personnes, c'est extrêmement grave. Donc c'est de toutes ces personnes-là qu'il faut se préoccuper. C'est une fille sur 5 sur les chiffres qui a subi des violences sexuelles. Déjà à commencer, il faudrait pouvoir identifier toutes ces victimes. Si on attend qu'elles portent plainte, je veux dire, c'est des dizaines et des dizaines d'années, voire 20 ans, voire 30 ans, voire, si en plus elles ont des amnésies traumatiques, 45 ans. Et après, on leur dit, maintenant, il y a des problèmes de poids. Donc, il faut pouvoir les dépister. Et puis, il y a un élément très important aussi sur lequel je pense que je voulais insister beaucoup. C'est déjà que les troubles psychotraumatiques ne sont pas suffisamment connus, sont très loin d'être pris en charge. Très loin d'être dépistés, très loin d'être pris en charge, que les médecins ne sont toujours pas formés en formation initiale, et même les psychiatres, au psychotrauma, alors que ça représente un pourcentage très important de la pathologie, de tout ce qui est normalement, de tout ce qu'ils prennent en charge en termes de pathologie mentale, que c'est un problème de santé publique majeur, reconnu, et que ce psychotrauma, non seulement ne va pas être pris en charge, mais en plus va souvent être retourné contre les victimes, pour les mettre en cause. C'est-à-dire que les symptômes
qui sont des symptômes universels du trauma, comme la sidération, la dissociation, la mémoire traumatique, les conduites à risque, les conduites dissociantes, on pourra y revenir, vont être retournées contre les victimes pour mettre à mal leur crédibilité. Ça, c'est valable partout. Je travaille avec la chaire internationale Denis Mukwege, avec Denis Mukwege, au niveau de la CPI, où quasiment aucune plainte pour violence sexuelle en situation de conflit n'aboutit. Donc c'est vraiment une problématique. Or, les troubles psychotraumatiques peuvent être des preuves médico-légales. Encore faut-il que les experts les connaissent, ces troubles psychotraumatiques, et que tout le monde en tienne compte. Pour pouvoir dépister des victimes, nous, donc l'HAS recommande un dépistage systématique des violences pour les adultes et maintenant pour les enfants. Ce dépistage systématique, il doit être fait par les professionnels de la santé qui ne le font pas. Et il doit aussi prendre en compte le psychotrauma. Si on veut évaluer le danger que court une victime, il faut avoir une évaluation du psychotrauma. Les victimes, ce qu'il faut comprendre, c'est que avoir subi des violences sexuelles, ça génère des atteintes neurologiques très importantes, un état de choc traumatique juste après. C'est une urgence médico-psychologique absolue. Les derniers chiffres de VRS, là, de vécu, ressenti et sécurité, des grandes études, montrent que c'est 6%, moins de 5% des victimes de violences sexuelles qui sont vues en urgence. C'est une urgence. Moins de 5% qui sont vues en urgence. Pourquoi elles ne sont pas vues en urgence ? Elles ne savent pas qu'il faut être vues en urgence. Personne ne leur dit. Qui leur dit ? Quelle campagne dit que c'est une urgence médico-psychologique et médico-légale? Qui le dit? Personne. Il n'y a pas de campagne pour dire ça. Il n'y a pas de parcours fléché, où que ce soit. On sait que même quand elles sont vues en urgence, moins de 10% de tout ce qu'il faudrait faire en urgence est fait par les médecins. C'est un état de choc. Il faut traiter le stress, il faut traiter les atteintes physiques, il faut prévenir tout ce qui est infection sexuellement transmissible, il faut prévenir un risque de grossesse. C'est de 10 à 20% des victimes qui se retrouvent enceintes lors de viols. Vous imaginez la gravité des conséquences. Tout ça doit être fait. Et le trouble psychotraumatique, ça c'est un élément essentiel. S'ils sont pris en charge rapidement dans les 12 heures qui suivent le trauma, on peut éviter toutes les conséquences, toute la cascade de conséquences très graves sur la santé. Donc c'est une perte de chance énorme qui est passée. Après, normalement, la prise en charge en urgence, elle est dans les 5 jours. C'est pour pouvoir avoir le recueil des preuves médico-légales, etc. Il est toujours temps de traiter le psychotrauma pour éviter des conséquences, mais on peut imaginer que si on les traite tout de suite, on va éviter des vies fracassées. Si on les traite 10 ans, 20 ans, 30 ans après, les personnes, elles ont survécu dans les pires conditions, avec obligées de survivre à des violences continuelles, avec un continuum de violence, obligées de survivre avec des conséquences psychotraumatiques extrêmement lourdes et des conduites, des stratégies de survie qui passent par des conduites dissociantes, des mises en danger, des situations où il peut y avoir des conduites addictives, enfin, des choses qui vont avoir des conséquences sur la santé extrêmement lourdes et qu'on va leur reprocher aussi. Donc on se retrouve comme ça on n'est jamais alcoolique, on n'est jamais toxicomane pour rien, on l'est parce qu'on a subi des choses très graves et tout ça. Donc cette absence de prise en charge du psychotrauma à tout niveau est une perte de chance épouvantable pour les victimes. Mais pas seulement épouvantable, scandaleuse, incompréhensible. En 2017, j'ai été auditionnée par le Parlement belge à propos de la Convention d'Istanbul pour la mise en place de centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles. En 2016, en 2017, ils étaient ouverts. Maintenant, il y en a 7 qui sont uniquement et spécifiquement pour les victimes de violences sexuelles. Donc c'est possible de le faire. Il n'y en a pas. Les centres du psychotrauma actuels, ils ne sont pas du tout faits pour ça. Enfin, ils ne sont pas du tout... Même si on a... Comment ? Ils ne sont pas spécialisés.
ce qu'il faut comprendre, c'est que le trauma sexuel, ça fait partie des pires traumas avec les tortures. C'est des conséquences psychotraumatiques extrêmement lourdes, avec une prise en charge spécifique. Et puis avec aussi une prise en charge médico-légale très spécifique, des recherches de preuves. Ça ne peut pas être mélangé avec des gens qui ont eu des accidents de voiture graves, qui ont eu, je ne sais pas moi, un deuil traumatique, ou c'est pas possible. Et c'est pour ça que la Convention d'Istanbul le dit clairement. Elle parle d'un centre par bassin de 200 000 habitants. Ça, on l'a signé en 2014, on l'a ratifié en 2014. Voilà. 200 000. Voilà. Et c'est ce qui permettrait, avec que des personnes hyper formées, d'entourer, de secourir les victimes, d'évaluer le danger, le trauma, de faire en sorte aussi qu'elles puissent porter plainte dans de bonnes conditions. C'est comment on peut porter plainte quand soit on est en état de choc traumatique, ou l'audition qu'on va avoir, tu le disais bien, Julia, tu oublies à peu près 80% des choses, alors que ça va être très important pour la procédure, qu'il y a une déconnexion au niveau de l'hippocampe, ce qui fait que les repérages temporaux-spatiaux sont complètement éclatés, qu'il y a une dissociation traumatique qui anesthésie émotionnellement la victime, c'est de la survie, qui fait que les personnes, elles ne peuvent même pas identifier que c'est grave. Ils le disent. Pourquoi les personnes ne portent pas plainte? Parce qu'elles pensent que ce n'est pas grave, un viol. Mais ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas d'impact lourd, c'est qu'elles ont des impacts tellement lourds qu'elles sont anesthésiées, qu'elles sont dissociées, et que du coup, elles ne ressentent plus la douleur et les émotions. Et que c'est un fait qui est complètement décalé du réel. Donc, et c'est ce qui ne permet pas aussi, parce que c'est bien gentil, les échelles d'évaluation. Mais si on fait une échelle d'évaluation du danger, parce qu'il faudrait une ordonnance de protection pour les victimes de violences sexuelles, ça en fait partie, parce que là aussi, une procédure judiciaire sans être protégée, ce n'est pas possible. Si on ne tient pas compte de la dissociation, je veux dire, on ne va pas évaluer le danger que courent les victimes, on ne va pas lui poser les questions de telle façon qu'on pourra avoir les réponses et qu'on pourra savoir exactement ce qu'elle est en train de subir et ce qu'elle vit. Donc c'est tous ces éléments-là, avec en plus les expertises dont on sait, tous les magistrats le savent, à quel point elles sont à côté de la plaque, parce que les experts, ils ne sont pas obligés d'être formés au psychotrauma. Enfin, je veux dire, c'est de la folie. Moi, je propose d'ailleurs aux magistrats toujours de ne pas demander une expertise psychiatrique, mais de demander une expertise en psychotraumatologie, pour qu'il y ait des réponses en psychotraumatologie. Là, on a fait même une échelle d'évaluation du trauma pour les personnes victimes en situation de handicap, ou toutes les personnes les plus vulnérables, ou celles qui ne parlent pas français. Donc là, on vient de faire ça, on vient de faire des modules de formation. Donc, on fait beaucoup de choses, même avec le comité interministériel du handicap, où on dit que qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que plus on va faire quelque chose pour les personnes en situation de handicap, plus ça va être positif pour toutes les personnes. Donc c'est... Voilà. Donc je suis désolée, j'ai un peu dépassé mon temps, mais ce que je voulais juste vous dire, à quel point c'est un fil rouge, et que c'est pour ça qu'on travaille, nous, à l'OMS, on travaille à la CPI. Je travaille aussi avec un projet qui est validé par l'Agence nationale de la recherche sur violences sexuelles et enfance en guerre, où on s'aperçoit que c'est une catastrophe totale, et que là, il y a un bug énorme, et que ça, c'est lié quand même à la discrimination que subissent les femmes, les enfants, les personnes en situation de handicap, toutes les personnes discriminées, et les victimes qui sont discriminées. Dans un monde où le rapport de force prime, et le rapport... voilà. Donc c'est des mises en danger, je veux dire, qui sont... Enfin, je ne sais pas, en termes de droits des personnes, de droits humains, c'est absolument hallucinant. Et je me bats depuis... Tu es bien placée pour le savoir, Marie-France. Moi j'informe sur le psychotrauma, je me bats. Et vous savez, à la Civise, on a auditionné un président de toutes les facs de médecine qui était complètement à côté de la plaque et qui a quand même fait le boulot de recenser tout ce qui était fait en psychotrauma. Ça veut dire rien quasiment en termes de... Voilà. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et dernière chose, juste, pardon, on a eu, je ne sais pas si vous l'avez eu en main, et j'aimerais bien qu'il apparaisse ce rapport. Il y a eu un rapport de l'IGAS, il y a eu un rapport de plusieurs structures
sur justement les procédures judiciaires, qui montrent à quel point justement tous les actes ne sont pas faits. Vous savez, pendant les enquêtes, que le classement sans suite se fait sur simple appel téléphonique entre un enquêteur et un procureur, sans dossier. Et ce rapport qui a été fait en 2022, il n'est pas apparu en public, il n'a pas été... je ne sais pas si vous l'avez eu en main. Comment ? Ben moi, je ne l'ai pas. Je sais qu'il existe. On nous a fait une présentation de ce rapport. J'ai la présentation. J'ai enregistré la présentation. Mais il est resté dans les tiroirs du ministère de la Justice. 2022. J'ai son nom, hein, j'ai tout ce que je vous donnerai. Voilà. Qui est un rapport catastrophique avec des préconisations qui sont intéressantes en plus, justement. Oui, mais il y a 4 inspections générales qui l'ont fait. Merci infiniment, merci. Désolée, hein, j'ai un peu... Merci, docteur. Voilà, il y c'est ça. a plein de choses à reprendre de vos propos. Madame Marie-France Casalis, vous êtes membre d'honneur du conseil d'administration du collectif féministe contre le viol. Je vous laisse la parole. Prendre la